bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous vous proposons un échange avec deux acteurs de notre écosystème e-commerce. Le slip français, célèbre DNVB, qui n'est plus nécessaire de décrire. Elle est représentée par son COO Antoine Rigaud, qui est l'invité de Mathieu Vermeau, directeur commercial et marketing de Dalenis, solution de paiement au service du commerce unifié, maintenant filiale de Natixis Payments. Ensemble, nous allons échanger sur les enjeux et les perspectives marché du retail et du e-commerce en France. Et plus précisément, nous allons aborder 3 grands thèmes. En quoi le comportement des consommateurs a-t-il évolué post-Covid ? Comment les retailers s'adaptent-ils et continuent à s'adapter ? Et enfin, comment les annonceurs peuvent-ils prendre la parole dans le contexte actuel ? Alors en effet, le consommateur post-Covid n'est plus tout à fait le même. Mathieu, c'est à toi que je m'adresse en premier lieu, avant de donner la parole à Antoine. Mathieu, donc de Dalenis. Comment ces besoins ont-ils évolué ? En quoi ces habitudes de consommation ont-elles changé ? Qu'est-ce qui est conjoncturel ? Qu'est-ce qui peut perdurer ? Bref, c'est quoi la situation aujourd'hui ? Déjà, bonjour à tous. Merci Cyril. Merci Antoine de participer à ce podcast. Écoute, par rapport à la question, ce qui se passe, c'est que on a vécu évidemment une période très particulière et le premier élément de réponse, c'est que de fait, les habitudes de consommation, elles ont changé par rapport à une contrainte, puisqu'on est rentré tous du jour au lendemain quasiment dans une période de confinement et le consommateur, comme les marchands d'ailleurs, ont dû s'adapter à cette situation. Donc on a vu apparaître pas mal de nouveaux parcours d'achat, alors des parcours d'achat qui existaient déjà, mais qui existaient déjà de manière très partielle. Et on a vu l'explosion du drive, l'explosion du click and collect, le paiement par lien qui permet en fait de faire payer finalement un consommateur sans qu'il soit juste devant vous dans une boutique. On parle également de Ship from Store qui permet en fait de faire de la livraison depuis des points locaux et du coup d'assurer une chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, tous ces nouveaux parcours d'achat, du jour au lendemain, ils ont explosé et ils ont aussi permis d'une certaine manière au e-commerce d'exploser. Juste quelques stats. Nous, Dalenis, on est un bon observatoire, je dirais, de la transaction, puisqu'on en voit passer énormément, que ce soit en magasin ou en ligne, par rapport aux tendances qu'on avait prévues pour les mois d'avril et de mai sur cette verticale fashion mode en ligne, puisque le slip français est une marque textile. On est sur le e-commerce à plus 27% sur avril, plus 87% sur mai. Donc on voit bien que le commerce en ligne a particulièrement profité de cette période. Il y a eu 2,5 millions de nouveaux acheteurs en ligne, 1,2 million pour la seule verticale textile pendant cette période-là. Donc moi, ma première conclusion serait de dire quand même que le online sort quand même renforcé de cette période. Néanmoins, il faut aussi voir que le online est un pivot aujourd'hui incontournable du magasin. Parce que quand on parle par exemple de click and collect ou de pay by link, paiement par lien, finalement, il y a bien une relation entre une transaction online et un point de vente. Et je pense que il ne faut pas non plus aussi voir une opposition entre online et physique. Et l'exemple du confinement, vraiment, est l'exemple que les deux sont aujourd'hui en parfaite complémentarité. Deuxième élément de réponse, très rapidement, c'est clairement le changement de mentalité. Il y a eu un sondage récent de Kantar qui est sorti qui dit que plus de 80% des consommateurs déclarent qu'ils comptent privilégier les enseignes françaises
lors de leur achat pour soutenir l'économie. À plus de 50%, que l'engagement solidaire des enseignes peut influencer leur choix en prévision de futurs achats et qu'à près de 60%, ils comptent privilégier les boutiques locales de leur quartier. Donc on voit bien que ces tendances-là, qui étaient déjà des tendances qui étaient naissantes, elles se sont également accélérées. Et le troisième élément, c'est que je pense aussi que le consommateur, il est toujours aussi exigeant hier qu'aujourd'hui, et notamment par rapport au commerce local. Il y a une autre stat particulièrement pertinente qui a été sortie par la FEVAD, qui dit que 75% des cyberacheteurs sont OK pour acheter auprès de leur commerce de proximité, mais il faut qu'ils soient en capacité de proposer à la fois de la livraison et à la fois de la commande en ligne. Donc on voit bien que toute cette période, elle a été vectrice d'accélération notoire et de faire en sorte que ce qu'on appelait le commerce unifié, qui était encore du domaine un petit peu de l'innovation il y a quelques mois, aujourd'hui se transforme en une véritable norme. Et il faut suivre véritablement, je dirais, cette tendance-là. Ouais, merci Mathieu pour cette analyse. Finalement, pour reprendre tes mots et les résumer, il y a le confinement, le Covid a été un formidable accélérateur de tendances qui était déjà présente avant même le confinement. Cette accélération, on peut la résumer à finalement une imbrication, tu parles de commerce unifié, entre le physique et le digital, hein, voilà, les deux qui ne sont pas en opposition mais qui se complètent l'un et l'autre et qui participent ensemble à l'expérience d'achat. Et puis le local qui vient aussi se renforcer, et c'est vrai que c'est des tendances qui sont partagées par beaucoup d'acteurs de l'écosystème. On peut rajouter aussi, je crois, il y a des notions de RSE qui sont de plus en plus prégnantes dans les réflexions des consommateurs. Et puis le Made in France, et le Made in France, justement, ça va être une super passerelle vers Antoine. Antoine, donc du slip français. Le Made in France, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Comment tu décrirais un peu ces évolutions de consommation côté le slip français? Bonjour Cyril, bonjour Mathieu, bonjour à tous et merci Mathieu et Cyril pour l'invitation. Effectivement, je rejoins ce que disait Mathieu sur le fait que finalement cette crise elle n'a fait que exacerber des tendances qu'on pouvait déjà sentir auparavant sur le marché. Et notamment sur ces aspects de consommation locale, de consommation plus éthique, qui sont des aspects qui tiennent à cœur au slip français depuis sa création. Nous, on est vraiment dans une démarche responsable qui met en avant la qualité de la fabrication. C'est vraiment au cœur de notre ADN et c'est ce qu'on, effectivement, on a pu voir pendant la crise, c'est que les attentes des consommateurs étaient beaucoup plus axées autour de ces deux points-là. On a même entendu parler d'un monde d'après. Alors je ne sais pas si la transition sera aussi brutale que ça, mais effectivement, on a vraiment senti un renforcement de ces tendances, sachant qu'au slip français, vous pourrez de toute façon partout en France trouver un de nos partenaires fabricants à moins de 250 km de chez vous. On s'inscrit vraiment dans la tendance du consommer moins mais mieux, avec une vraie attente sur la durabilité des vêtements. Ce qu'on aime mettre en avant, c'est que on propose des produits qui ont du sens, qui sont bien faits et qui sont désirables et durables. Et un petit exemple pour illustrer l'appétence de nos clients et du consommateur vis-à-vis de ce type d'initiative. Je pourrais citer la coordination de la filière textile qu'on a menée au slip français pour permettre à tous les ateliers de contribuer aux efforts de production de masques, qui a reçu un écho très très positif de la part de notre communauté. Et au-delà de ça, on est fiers d'avoir pu apporter notre pierre à l'édifice pendant la crise et d'avoir entraîné toute la filière textile dans un élan innovant et hyper réactif, hyper agile à cette crise. Et on espère d'ailleurs que cette plateforme va servir de tremplin dans le futur à toute l'industrie. Alors Antoine, ouais, merci. C'est vrai que c'est une belle initiative qui n'est pas passée inaperçue.
Alors, je reviens 2 secondes sur finalement les consommateurs du slip français. Ils sont essentiellement masculins, même si aujourd'hui vous avez une ligne de vêtements pour femmes. Vous distribuez online, mais aussi offline. Hein. Vous avez des points de vente en propre. Comment vos consommateurs se sont-ils comportés finalement pendant le confinement? Et puis, quelles sont les remontées terrain que vous avez eues et que vous continuez d'avoir? On parle des tendances qui ont été accélérées. Concrètement, pour vous, vous les mesurez comment, ces tendances de consommation? Alors, effectivement, nous, ce qu'on a constaté, c'est que au début du confinement, forcément, ça a été un choc pour nous avec la fermeture de nos 16 points de vente, qui représentent presque 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, il a fallu vraiment rapidement s'adapter et opérationnellement et financièrement à ce changement de paradigme. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'au fur et à mesure, il y a eu un report du trafic qu'on constatait auparavant dans nos points de vente vers notre site e-commerce et donc une forte plus que d'habitude, ce qui nous a permis d'ailleurs, je pense, d'un peu mieux réagir à la crise que les acteurs historiques du retail, on va dire. Une petite anecdote sur les consommations aussi, ce qu'on a vu et ce qu'on pense être lié au développement du télétravail. On a vu un peu un report de nos ventes habituellement sur le sous-vêtement et le prêt-à-porter, qui sont un peu nos deux principales lignes produits, vers des vêtements qu'on appelle loungewear chez nous, donc des vêtements plus confortables, plus faciles à porter. Et donc ça, on pense que c'est vraiment un aspect, je pense, conjoncturel de ce confinement-là, avec un report de la consommation et une nouvelle ventilation dans nos catégories de produits qu'on va développer davantage à l'avenir. D'ailleurs, tu anticipes la question que j'allais te poser justement, qui est en fait finalement autour de l'adaptation du retail dans la crise. Tu as commencé à y répondre, mais c'est vrai qu'on a vu les drives se développer. Mathieu en parlait. Le modèle du commerce unifié qui effectivement était déjà sous-jacent, qui a prouvé sa force finalement pendant cette période. Et puis on voit bien aujourd'hui les enseignes qui étaient performantes dans cette proposition de valeur pour le consommateur que représente le commerce unifié, tirer son épingle du jeu. De manière plus générale, pour le slip français, c'est quoi les enjeux marché, opérationnels auxquels vous devez maintenant répondre? Nous, on a rouvert nos magasins vraiment avec le souci de rendre la meilleure expérience client possible aux consommateurs. On pense que les clients ne reviendront en boutique que si ils retrouvent ce service excellent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place plusieurs innovations, à commencer par le Pay by Link, le paiement par lien qu'on a mis en place avec Dalenis suite à la réouverture de nos boutiques. Ça, c'est concrètement, ça veut dire quoi pour le consommateur? Qu'est-ce que ça lui permet de faire? Ça nous a permis de mettre en place en fait 2 cinématiques d'achat. La première, de permettre à nos clients de passer commande directement au téléphone avec un vendeur et de réaliser l'encaissement par le vendeur alors que le client est encore chez lui. Ce qui permet en fait au client de passer beaucoup moins de temps en boutique et on l'espère d'éliminer en fait sa crainte à venir acheter chez nous. Et la seconde, ça permet aussi d'encaisser le client par ce biais si le client est déjà en boutique, ce qui permet en fait au client d'éviter d'avoir à manipuler le TPE ou sa carte bancaire si encore une fois il a une crainte vis-à-vis de ça, malgré toutes les mesures qu'on a pu mettre en place dans les boutiques. Et justement, le rôle du point de vente, est-ce qu'il évolue aujourd'hui? Est-ce qu'il est exactement le même que celui qui lui était assigné avant le confinement? On entend parler davantage de missions de showroom, de points conseil. Quelle est la position du slip français par rapport à ça?
en fait, c'est vrai qu'on a toujours eu un peu cette philosophie-là, notamment parce que nos boutiques sont assez petites, ont assez peu de profondeur de stock. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu un aspect très serviciel dans nos magasins. Nos vendeurs ont toujours été formés en profondeur à l'accompagnement de nos clients. Et d'ailleurs, tout cet aspect de commerce unifié, de digitalisation de nos magasins, c'est un chantier qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant. Encore une fois, avec Dalinis, d'ailleurs, sur la partie paiement, avec notamment pour résoudre ces problèmes très opérationnels de disponibilité de stock, on a mis en place en fait une solution de prise de commande par nos vendeurs en boutique. Et on est convaincu de ça, que nous, marque e-commerce, on ne pourra exister dans le retail physique que par la différenciation autour des services et autour de la qualité de service client. Juste pour rajouter un petit point, c'est un point important qu'Antoine cite sur le panier unique, hein, c'est-à-dire que c'est la capacité depuis le magasin à la fois d'accéder au stock du magasin et de pouvoir également avoir un accès complémentaire au stock web, qui est évidemment beaucoup plus large, puisque comme l'a dit Antoine, la taille des boutiques est quand même relativement restreinte, et du coup ça apporte ce service que le consommateur attend, de pouvoir obtenir satisfaction par rapport à son passage en boutique. Et là, c'est vrai quand même que le slip français était précurseur sur ce point-là, parce que comme l'a dit Antoine, c'était un projet maintenant vieux de quasiment 2 ans. Donc voilà, c'est aussi le type d'approche qu'une marque comme le slip français a su prendre très en amont et percevoir relativement tôt en fait dans son processus et quasiment attaché à l'ouverture de ses boutiques. Très bien, Mathieu. Continuons sur justement en fait les enjeux du retail et élargissons peut-être le débat sur l'ensemble du retail. Vous, chez Dalenis, comment vous voyez le retail s'adapter ? Il est vrai que vous avez un point de vue qui est assez privilégié pour ça. Qu'est-ce que tu peux nous témoigner du résultat de vos observations ? Disons que ça rebondit un peu sur mon point précédent lié à la première question que tu posais sur l'évolution des habitudes de consommation. Disons que clairement, le magasin est pas du tout en opposition avec la transaction online. Hein, et quand on reprend l'exemple d'Antoine sur le paiement par lien, soit le consommateur, potentiellement, il peut être en boutique et c'est un paiement par lien. Et finalement, l'origine de la transaction, d'un point de vue paiement, c'est une transaction online. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça se croise énormément. Et finalement, pour le consommateur, c'est pas ça qu'il faut finalement lui faire percevoir. Le consommateur, ce qu'il faut lui faire percevoir, c'est que globalement c'est simple, que ça répond à ses attentes dans un délai court. Mais on voit bien que derrière tout ça, le paiement en fait joue un rôle important parce que il y a du paiement sur différents devices, hein, que ce soit en magasin, sur un TPE, sur un mobile, sur un desktop. Il y a aujourd'hui une innovation dans les moyens de paiement qui est extrêmement forte, avec des nouvelles expériences de moyens de paiement. Alors, en France, on est très carte, mais il y a des initiatives quand même partout en Europe qui sont très vives, avec des nouveaux moyens de paiement qui arrivent peu à peu à s'imposer. Il y a aussi un exemple qui est toujours sur le paiement, mais qui est l'essor du sans contact. Il y a une statistique qui est sortie de Mastercard qui disait que 78% aujourd'hui des transactions en Europe se faisaient sans contact. Alors que le sans contact, si on repart quelques années en arrière, en fait, il y avait encore beaucoup de consommateurs qui étaient réticents à l'utiliser. Donc, on voit bien que l'évolution du retail qui est forte, hein, avec tout ce qu'on vient de dire précédemment, en fait, dans les paiements, il y a aussi une vraie innovation qui est portée aussi parallèlement et qui contribue aussi à faciliter finalement la vie dans le retail. On voit aujourd'hui l'essor aussi des wallets, hein, des Apple Pay, Google Pay, etc., qui sont une réponse aussi à ces problématiques sanitaires, hein, puisque potentiellement aujourd'hui j'arrive dans un magasin, je peux payer avec Apple Pay, Google Pay, etc. Donc voilà, et le maître mot, je pense que c'est l'accélération. C'est-à-dire que là, en l'espace de 2 à 3 mois, alors au-delà de cette période de confinement qui a été évidemment une période très compliquée, finalement, ça a aussi permis d'un point de vue
technologique, d'un point de vue de la remise en question, de l'accélération des projets, d'aller beaucoup plus vite. Et finalement, ce qui a été décidé en l'espace de quelques mois, peut-être que ça se serait fait par la force des choses, mais peut-être en beaucoup plus de mois, voire peut-être années. D'accord. Donc ça, c'est un beau témoignage. Effectivement, le paiement est une partie cruciale de l'expérience d'achat et puis donc de l'adaptation. Et on l'a vu effectivement, je pense tous observer le consommateur, parce que nous sommes tous des consommateurs en puissance. Effectivement, pouvoir payer sans contact, ça a été quelque chose d'important pendant le confinement et cette crise du Covid. Antoine, j'ai envie de continuer avec toi sur le troisième thème finalement qu'on avait présenté en introduction, qui est celui de la prise de parole et de l'acquisition, la fidélisation client, bref, de la relation client. Le paradigme, il a complètement changé. Aujourd'hui, comment les acteurs peuvent-ils se faire entendre de leurs consommateurs? Comment ils peuvent en recruter de nouveaux? Effectivement, Cyril, la crise, elle a également eu des impacts sur la manière dont nous nous adressons à nos clients et à nos prospects. Au Slip, on a toujours aimé proposer beaucoup de contenu pour mettre en valeur notamment les savoir-faire de nos fabricants partenaires, notamment en CRM. On fait en rythme de croisière 2 newsletters par semaine. Et pendant la crise, on a vu que nos clients étaient beaucoup plus réceptifs à nos messages, avec des taux d'ouverture et des taux de conversion records sur nos newsletters. Donc on a vraiment senti une attention toute particulière au canal du CRM, et nous, on pense que c'est un des vecteurs qui vont nous permettre un peu de sortir des enchères et de la hausse des coûts liés à l'acquisition de nos clients. On a le sentiment que ça va être une arme de plus en plus nécessaire, notamment dans le retail. Et d'ailleurs, on est en train de monter en puissance sur cette partie-là aussi, sur des notions de segmentation client. C'est vrai qu'aujourd'hui, on industrialise peut-être un peu trop nos process et nos communications. Et demain, on voudrait toucher beaucoup plus finement nos clients en fonction de ces historiques d'achat. Justement, on parlait tout à l'heure du commerce unifié, mais nous, ce qu'on constate, c'est que des clients retail ou des clients web n'ont pas du tout les mêmes comportements. Et des clients cross-canaux encore moins. Et on va vraiment porter une attention toute particulière à cette segmentation-là pour pouvoir pousser des messages différents à nos clients. Et on pense vraiment que demain, ça va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie de fidélisation. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ce que je comprends de tes propos, c'est que le CRM prend une importance encore plus forte que peut-être ça l'était avant, et que, mine de rien, petit à petit, vous faites un pas de plus vers une communication qui, à défaut d'être individualisée, est quand même segmentée, mais c'est un peu une tendance de fond, quoi. Finalement, avoir une communication presque individuelle avec vos consommateurs. Ouais, c'est exactement ça. Notre ambition à terme, c'est effectivement, comme tu le disais, l'individualisation. Pour plein de raisons techniques, on n'y est pas encore à ce point-là, mais on avance petit à petit dans ce sens. Et notre ambition, notre volonté, c'est effectivement d'aller toucher le consommateur au plus près de ses besoins, au plus près de ses aspirations aussi. Pour lui pousser le bon produit ou le bon message au bon moment, quoi. Et justement, à propos du produit et de la promotion produit, le Slip français, vous avez toujours eu un axe de communication un peu décalé. C'est dans votre ADN, c'est dans votre historique. C'est comme ça que vous avez aussi su séduire des clients. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire la promotion produit de la même façon qu'avant, même si elle était décalée? Est-ce qu'il faut prendre en compte de nouveaux aspects? Pour le Slip français, en tout cas, on va conserver ce côté décalé, même si on va essayer, pour répondre à une tendance du marché et à quelque chose qu'on a vu s'exacerber pendant le confinement, effectivement,
on va essayer d'y introduire de plus en plus des éléments et des focus sur les matières, sur le savoir-faire de nos fabricants, pour davantage encore que ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant, raconter nos produits, raconter leur fabrication et entraîner le client justement dans les valeurs qu'on porte, dans la fabrication locale, dans l'aspect éthique de la fabrication de nos produits. Très bien, merci Antoine. Mathieu, je sais que avant qu'on enregistre, tu nous faisais part de convictions par rapport à justement les enjeux d'acquisition et de fidélisation client. Est-ce que tu peux nous les développer un peu ? Oui, effectivement, c'est toujours l'éternelle question, acquisition, fidélisation. Néanmoins, et comme l'a très bien rappelé Antoine, il y a une augmentation structurelle des coûts d'acquisition. Alors certes, il y a eu une période pendant le confinement où il y a eu, entre guillemets, des bonnes affaires sur l'acquisition, parce que les coûts ont baissé du fait de la situation de budget d'investissement qui s'était un petit peu évaporé. Néanmoins, moi, je ne crois pas du tout que ça soit une tendance de long terme, puisque le transactionnel online se développe et va continuer à se développer. Donc il y aura toujours un marché de l'acquisition qui restera concurrentiel, voire plus concurrentiel qu'aujourd'hui, et qui fera quand même que les coûts d'acquisition seront toujours très élevés. Donc l'enjeu, et c'est ce qu'on pousse aussi du côté de Davenis, c'est de dire comment on peut finalement aider nos marchands à mettre en place des parcours d'achat qui répondent aux exigences de leurs clients, de manière à, en premier lieu, faire en sorte que les clients restent et qu'ils développent cette relation avec leurs clients et qu'ils développent leur revenu avec ces clients déjà en base de données. Le deuxième élément, c'est que, comme je l'ai rappelé en tout début d'interview, c'est qu'il y a eu beaucoup de clients qui ont découvert pas mal de marques online. Il y a eu un vrai recrutement online dans cette période, et je pense qu'il y a aussi un enjeu et une priorité à ne pas décevoir cette nouvelle clientèle et à la faire vraiment adhérer à sa marque et à ses enjeux. Donc voilà, c'est un peu la vision. Alors d'un point de vue d'Alénis dans l'accompagnement qu'on offre, et même d'un point de vue un peu global, je pense que la fidélisation reste l'enjeu clé des années à venir. Écoutez, merci à vous deux pour ce témoignage. Je résume en 3 mots, c'est toujours difficile de résumer un échange, mais globalement, la crise du Covid-19 a été un accélérateur de tendances pour le consommateur, de tendances de fonds qui existaient déjà avant le confinement, et c'est venu les accélérer. Le retail s'adapte et s'est adapté, et finalement le commerce unifié est vraiment ce qui émerge en sortie de confinement, et le paiement a finalement évidemment une part importante dans le dispositif de commerce unifié, d'expérience d'achat. Et puis enfin, ce que vous nous dites, c'est que le CRM est au centre des préoccupations de la prise de parole de la relation client plus que jamais. Merci encore à vous deux d'être venus discuter de ces enjeux et des perspectives du retail en France. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Merci encore Mathieu, merci encore Antoine. À très bientôt. Merci à toi Cyril, merci Antoine. Merci Cyril, merci Mathieu. Salut, à bientôt, ciao.